Ça tourne. Bonjour à tous, cette conférence porte sur l'agriculture de conservation des sols qui se développe de plus en plus, notamment en grande culture. C'est un mode de production dont l'objectif est d'améliorer l'activité biologique du sol afin d'améliorer la structure et la fertilité naturelle du sol. Donc c'est un modèle qui est basé sur trois piliers. Alors d'abord la réduction voire l'arrêt total du travail du sol. Deuxième pilier, la mise en place d'une couverture permanente. Couverture permanente par le biais de couverts végétaux. Et troisième pilier, la mise en place de rotation avec des intercultures. Et donc c'est ces intercultures qui vont permettre de mettre en place les couverts végétaux du deuxième pilier. Pour présenter cette conférence, on aura deux intervenants. Mathieu Marguerie d'Agribio 04 qui va notamment nous présenter des stratégies permettant d'assurer un minimum de réussite de couverts végétaux en conditions méditerranéennes, notamment en TCS, technique culturelle simplifiée, donc avec un travail du sol superficiel. Et la deuxième partie de cette conférence sera présentée par Yvan Capoviez de l'INRAE et qui va notamment nous présenter des résultats sur l'activité des vers de terre et les services écosystémiques apportés par ceux-ci selon différents modes de gestion du sol. Donc Mathieu, je te laisse commencer. Merci. Donc moi je vais vous parler de conservation des sols. Alors en région PACA, avec un climat qui est assez particulier qu'on va décrire rapidement. Et puis de savoir un peu où est-ce qu'on en est en bio. Parce qu'évidemment, vous avez de l'agriculture de conservation des sols en non bio, de laquelle on va aussi parler un petit peu. Et puis savoir où en sont les pratiques, les références et les usages des producteurs sur la partie bio. Ce que je vais vous présenter est essentiellement issu d'un programme financé par la région Sud et le FEADER, donc l'Europe, qui s'appelle Couverts végétaux sans herbicides dans les filières PAM et grandes cultures en conditions méditerranéennes, qui rassemble un petit peu tous les partenaires que vous voyez ici, et qui nous a permis d'acquérir pas mal de références sur ces questions-là. Donc on remercie au passage les financeurs. Donc on va parler un petit peu des enjeux qu'il y a autour de l'agriculture de conservation en conditions méditerranéennes. On fera un petit focus sur les travaux, notamment d'Arvalis en non bio, pour voir un petit peu où on en est, parce que ce sont des travaux qui sont très riches d'enseignements pour le bio. Et puis après, on regardera du coup en bio un petit peu où en est-on en termes de couverture des sols et de diminution du travail du sol, jusqu'où les producteurs vont actuellement pour sans mettre trop de risques dans ces pratiques. La première chose à dire, c'est qu'on a affaire, ça vous vous en rendez compte certainement en tant que producteur, à un climat de plus en plus compliqué. Vous avez ici un graphique qui est fait selon des scénarios du GIEC, qui vous résume un petit peu l'occurrence des climats violents ou atypiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'un climat violent ou atypique? Ça va être un phénomène extrême, on va dire. Ça va être énormément de pluie en peu de jours. On l'a eu malheureusement l'illustration dans les Alpes-Maritimes très récemment. Donc des journées très pluvieuses, des journées très très chaudes, comme on avait eu en juin 2019 avec des journées caniculaires à plus de 40 degrés, voire des gelées un petit peu tardives, mal placées, etc. D'après les données du GIEC et les simulations qui ont été refaites par Stéphane Jézéquel d'Arvalis, vous avez en vert un petit peu l'occurrence de ces jours avec un climat atypique fréquent en 2016, et vous voyez ce que ça va donner en 2100. Donc on voit globalement qu'on a un décalage, on a une augmentation en fréquence des jours atypiques. Soit des journées très froides, c'est ce que vous avez plutôt sur la gauche du graphique, soit des journées très chaudes, donc évidemment on connaît les conséquences sur les cultures en termes de stress hydrique, etc. C'est ce que vous avez plutôt sur la droite du graphique. Et globalement, aujourd'hui, Météo France, dans les données, considère qu'on a 1 à 2% de jours très atypiques climatiquement. Donc ça fait entre 3 et 6 jours par an. Alors déjà, on voit les difficultés que ça pose sur les systèmes agricoles de gérer 3 à 6 jours par an avec des climats comme ça atypiques. On voit déjà les conséquences énormes. Et en 2100,
Météo France nous simule, enfin, selon les scénarios du GIEC, nous simule 30% de jours avec ces climats atypiques, c'est-à-dire 120 jours par an. Ce qui est évidemment très très important. Et donc on voit la complexité, tout le travail qu'il y a devant nous tous là, pour adapter les systèmes de culture à ces événements climatiques. Les conséquences du changement climatique, ça c'est la traduction des 2 degrés hein, d'augmentation en changement climatique. Les conséquences du changement climatique là-dessus, on les voit déjà sur le blé dur. Vous avez ici l'évolution du rendement du blé dur dans le quart sud-est, donc en conditions méditerranéennes, avec la courbe jaune qui est l'évolution réelle du rendement du blé dur. Donc ça, c'est les petits points jaunes et puis la courbe jaune, où vous voyez qu'on a une tendance à la stagnation de ces rendements. Et la courbe bleue, c'est ces mêmes rendements, mais corrigés du climat. C'est-à-dire si on avait des climats moins atypiques, moins violents qu'actuellement, et en gros, moins de changements climatiques. Vous voyez que l'écart, il commence à être considérable, parce qu'on a des écarts vraiment très importants. Alors tout ne s'explique pas par le changement climatique, mais on est à 7-8 quintaux par hectare qui vont être de perte de rendement expliquées par le changement climatique. Sur des potentiels de rendement à 3 tonnes, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc on a déjà des systèmes impactés par le changement climatique. Comment il se matérialise ce changement climatique? Vous avez ici un graphique qui a été fait à partir de données météo sur la station d'Orange, donc qui a été travaillé par Arvalis, qui vous montre la répartition des pluies sur 5 jours, en millimètres. Et ce que l'on peut voir sur ce graphique, c'est vous avez en jaune la répartition des pluies de 2001 à 2019, donc on va dire sur les années récentes, et puis après vous avez les années d'avant. Ce qu'on voit, je ne sais pas si je peux pointer, non, bref. Ce qu'on voit en gros sur ce graphique, c'est que les étés deviennent plus secs, avec des mois d'août qui deviennent extrêmement secs, des mois de septembre qui deviennent extrêmement secs, et une apparition fréquentielle des pluies, plutôt à partir de début octobre. Alors c'est fréquentiel, hein, ça ne veut pas dire que certaines années, il n'y a pas des pluies un peu plus tôt, mais fréquentiellement, on a des étés, des fins d'été, voire même des débuts d'automne, qui sont de plus en plus secs. Ce qui va poser problème pour l'implantation des colzas, par exemple. Ça devient difficile au sec d'implanter des colzas, ou même la pousse des couverts végétaux et l'implantation des couverts végétaux. On va parler de couverts végétaux. Implanter des couverts végétaux dans des mois de septembre très secs, ou des mois d'août très secs, c'est très compliqué. Et ça, c'est le même graphique avec la fréquence des pluies, mais du 1er octobre au 26 novembre. On voit, alors des phénomènes qu'on connaît justement, mais des phénomènes méditerranéens de plus en plus présents et des pluies de plus en plus marquées, avec des pluies très intenses, souvent à partir de 15-20 octobre. Ça s'est vérifié ces 2-3 dernières années. Et donc là aussi, ça a des conséquences importantes sur les systèmes agricoles. Quand on doit semer des blés à cette période-là, quand on doit travailler le sol à ces périodes-là, c'est très compliqué dans de telles conditions d'humidité. Donc un climat qui se dérègle, voilà des conséquences un petit peu de ce climat. Ça, c'est des photos qui ont été prises autour de Fort-Calquier, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Justement, à gauche, vous avez un champ, donc la photo a été prise dans l'hiver, hein, mais après, l'an dernier, on a eu 500 mm de pluie en 2 mois. Donc vous avez la photo d'un champ qui n'était pas couvert à gauche. Vous voyez l'érosion énorme qui a été créée par ces pluies très intenses. Et puis à droite, vous avez un producteur qui, lui, avait un couvert végétal dans le même type de champ, dans des sols sableux, donc de structures plutôt fragiles, en pente, donc très sensibles à l'érosion. Donc dans le même type de sol où vient un couvert végétal, même qui avait une faible biomasse, on était à moins d'1 tonne de matière sèche par hectare. Ça a suffi justement pour limiter l'érosion, voir qu'il n'y ait pas d'érosion du tout. Donc ça a suffi à donner un peu de la résilience à notre champ, à notre parcelle, avec ce climat très compliqué et très exigeant. Donc voilà une des fonctions évidemment des couverts végétaux. Donc comment on fait dans ce contexte-là, sachant qu'on a des phénomènes climatiques atypiques qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas. 2017, ça a été l'année la plus sèche depuis 50 ans, globalement. 2018, ça a été l'année la plus humide depuis 50 ans, globalement. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on observe, c'est que tous les gens qui sont en agriculture de conservation des sols, selon les piliers que tu as décrits tout à l'heure, ils gagnent quand même en souplesse dans leur système. Ils arrivent à trouver des fenêtres plus importantes pour travailler, notamment pour les semis. Et donc du coup, ce qui n'est pas forcément le cas en agriculture traditionnelle, où on reste dépendant du travail du sol,
et la couverture du sol, elle va permettre justement de maintenir l'humidité quand elle manque, donc dans les périodes de sécheresse, ou de limiter ou de faire en sorte que l'eau s'infiltre mieux quand l'eau est en abondance. Donc on a tout un tas d'intérêts, déjà d'un point de vue climatique, très pratique à se dire ce serait bien d'avancer vers la conservation des sols. Donc les principes de la conservation des sols, je les rappelle, mais ils ont été déjà rappelés, c'est la réduction, voire la suppression du travail du sol, c'est la couverture la plus permanente des sols, et c'est des rotations diversifiées. On verra en quoi ces principes, ou comment ces principes peuvent s'appliquer en agriculture biologique, et sur justement sur lesquels de ces principes on aura plus ou moins de difficultés à appliquer la conservation des sols après. Ça c'est de nouveau encore, hein, de manière plus générale, les avantages multiples en termes de conservation des sols, la lutte contre l'érosion, on en a parlé, éviter les lixiviations, c'est aussi important, notamment dans des systèmes en agriculture biologique où on est très limitant en azote, donc si on arrive à limiter les fuites des systèmes en grande culture en termes d'azote, ça peut être très intéressant. La structuration des sols, la lutte contre la battance aussi, la fixation d'azote via les légumineuses, donc ça va être justement le rôle un petit peu des couverts végétaux, l'augmentation de la matière organique, qui va nous permettre d'avoir des systèmes aussi plus résilients vis-à-vis des aléas climatiques, le stockage de carbone, hein, dont on parle beaucoup dans un cadre d'essayer de limiter les augmentations de température via les émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre les mauvaises herbes, et puis je l'ai mis aussi sur la lavande, avec des pistes aussi de dire on associe des couverts végétaux avec de la lavande pour contrôler les symptômes de dépérissement de cette culture. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe en agriculture de conservation des sols non bio, et voir un petit peu les enseignements qu'on peut en tirer, et là où on en est sur la partie non bio. On a travaillé, donc quand je dis on, c'est Arvalis, la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence et Agribio 04, dans un projet qui s'est terminé déjà il y a quelques années, qui était un projet CASDAR, pour diagnostiquer un petit peu les facteurs d'échec et de réussite de l'agriculture de conservation des sols en bio. Et en fait, on a suivi des parcelles chez des agriculteurs avec des méthodes de suivi mises au point par Arvalis, donc vraiment chez tout un tas d'agriculteurs qui étaient très, très diversifiés, soit qui faisaient des couverts morts, c'est-à-dire des couverts détruits avant l'implantation de la culture suivante, soit qui faisaient des couverts vivants, c'est-à-dire des couverts qui sont maintenus vivants dans la rotation et qui vont être régulés souvent chimiquement. Et on a suivi à chaque fois en bio et en conventionnel pour voir un petit peu ce qui se passait dans ces systèmes-là et quels étaient les facteurs de réussite. Alors hop, j'affiche la diapo en entier. Ce qu'on a vu globalement, donc c'est un graphique qui mérite un petit peu d'explication, mais vous avez le rendement en pourcentage du potentiel de rendement attendu en conventionnel en fonction de l'indice de nutrition azotée à floraison. Donc les ordonnées, donc en fait, chaque point que vous avez sur le graphique, c'est une parcelle, en bio, en non bio, en couvert permanent ou en couvert mort, enfin détruit. Et chaque parcelle est reliée à une station météo, et pour chaque parcelle, on évalue ah oui, je peux peut-être pointer. Pour chaque parcelle, on évalue un pourcentage on évalue un rendement potentiel climatique, qui est en gros le rendement que va faire la parcelle, le blé, là on est que sur du blé tendre ou sur du blé dur, qui est le rendement que va faire le blé s'il n'y avait pas d'autres facteurs limitants que le climat. Donc c'est évidemment évalué a posteriori, avec des modèles agroclimatiques, ça prend en compte le type de parcelle, le précédent, etc. Et surtout le climat, c'est-à-dire avec le climat qu'on a eu dans l'année, en fonction de la date de semis évidemment, de là où est localisée la parcelle, quel rendement j'étais en droit d'attendre si j'avais pas eu d'autres facteurs limitants que le climat. Et puis on a en abscisse l'indice de nutrition azotée à floraison, qui est un indice globalement, pour la faire vite, qui nous quantifie à quel point le blé est carencé ou pas en azote par rapport à la biomasse qu'il est développée. Plus on est proche de 1, plus le blé est bien nourri en azote, et plus on est proche de 0, plus le blé est carencé en azote. Ce que vous voyez ici, donc vous voyez que une diversité de points, et notamment, moi, ce que je voulais vous montrer ici, sans rentrer dans le détail, c'est que vous avez des agriculteurs donc, qui sont en système d'agriculture de conservation des sols, on est toujours en système d'agriculture de conservation des sols, qui arrivent à dépasser le rendement potentiel.
en conditions méditerranéennes. Donc soit en couvert mort, donc là c'est la stratégie la plus, j'ose pas dire facile, parce que ça reste toujours un petit peu technique, mais la plus simple de faire de l'agriculture de conservation des sols. Vous détruisez complètement votre couvert avant d'implanter une culture. On voit que ça, avec ces techniques-là, on arrive à faire plus de 100% notre rendement potentiel, ou à faire le même rendement qu'on aurait en conduite classique avec labour, hein, quand on parle du rendement potentiel, ça correspond à ça en fait. Et puis vous avez aussi quelques points, c'est des points jaunes, ici, et puis ici, c'est des gens qui sont en couvert vivant, donc qui maintiennent un couvert vivant dans la rotation, et donc dans les cultures qu'on va récolter, et qui arrivent aussi à dépasser leur rendement potentiel. Ça, typiquement, c'est des agriculteurs qui ont une luzerne, qui vont réguler cette luzerne chimiquement, généralement au glyphosate, qui vont implanter le blé, et ensuite, ils ont régulé la luzerne, ils ne l'ont pas complètement détruite. Donc en fait, la luzerne repart dans le blé, et de nouveau ensuite, ils vont réguler la luzerne, alors là avec des herbicides sélectifs de la luzerne pour laisser le blé, et ils vont la réguler en sortie d'hiver pour éviter que la luzerne concurrence trop le blé, soit en concurrence hydrique, puisqu'on est en conditions méditerranéennes, soit une concurrence sur les nutriments. Et donc voilà, après ils récoltent le blé, et comme la luzerne n'est pas tuée, mais c'est là toute la difficulté de la chose, et ben la luzerne repart ensuite sous le blé. Et on voit qu'avec ces techniques-là, de couvert vivant, on arrive à faire aussi bien. Alors il n'y en a pas beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup de points jaunes qui sont en dessous, hein, qui font moins que le rendement attendu, mais vous avez certains agriculteurs, parce qu'ils ont une très bonne maîtrise technique du système, qui arrivent à faire aussi bien. Et puis vous avez tout en bas, ici là, vous avez aussi en vert plutôt les agriculteurs en agriculture biologique. Alors c'est difficile de comparer ces données-là avec les points qui sont en conventionnel, puisqu'en bio, on est toujours en dessous du potentiel attendu du rendement offert par le climat, parce qu'on est de toute façon limitant en azote, mais on va revenir sur la partie bio après. Là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était déjà les enseignements conventionnels, où on voit que c'est possible de faire de l'agriculture de conservation, y compris en couvert vivant, en conditions méditerranéennes, moyennant une bonne régulation du couvert. Et donc, pour information, je vous invite aussi à vous intéresser beaucoup aux travaux donc, de Stéphane Jézéchiel et de Daniel Brémond. Donc Daniel Brémond est agriculteur, Stéphane Jézéchiel est l'ingénieur régional d'Arvalis. Il y a toute une plateforme qui est à Oraison, donc au-dessus de Manosque, d'agriculture de conservation, qui est maintenue maintenant depuis pas mal d'années, en système sec et en système irrigué, sur lequel il y a ils essayent un petit peu plein de combinaisons de cultures et de couverts à mettre en place. Voilà, donc ça c'est des exemples de rotation qui font, où en fait les grands enseignements, donc là c'est du pois chiche associé avec de la luzerne par exemple, et les grands enseignements de cette plateforme-là, c'est qu'on a un climat tellement atypique en conditions méditerranéennes, en tout cas peut-être plus atypique que dans d'autres régions de France, que les recettes classiques qui peuvent fonctionner dans d'autres secteurs de la France ne marchent pas forcément dans notre climat méditerranéen. Dit autrement, les colzas associés avec des légumineuses, qui fonctionnent très bien dans plein de régions en France, même si ça commence à changer aussi, les colzas associés avec des légumineuses sont difficiles à implanter aussi, pour les raisons climatiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des mois de septembre souvent très secs. Et en fait, un des nombreux enseignements de la plateforme, c'est d'avoir de la réactivité. C'est-à-dire que si on veut optimiser la couverture des sols, ça va revenir à saisir tous les créneaux d'implantation possibles des légumineuses pérennes qui vont se présenter pour garantir en fait la couverture permanente. D'où le fait d'associer, pas une légumineuse, pas avec un colza, mais avec un pois chiche, de faire ça avec le pois chiche par exemple, qui est en plus une culture qui se valorise bien dans la région, quoi. Voilà, bon, il y a plein d'enseignements, on n'a pas forcément trop le temps de rentrer dans le détail, mais il y a des choses très intéressantes, notamment sur les couverts semi-permanents, sur les doubles couverts, c'est-à-dire qu'on fait un couvert d'été et ensuite qu'on remplace par un couvert d'hiver, etc. Et en bio. Donc la question, maintenant qu'on a balayé un petit peu ce qui se passait en agriculture de conservation conventionnelle, on va regarder ce qui se passe en bio, et entre parenthèses, c'est très important de faire des liens entre ces deux types d'agriculture de conservation, parce qu'il y a des voies, il y a des moyens, il y a des contraintes qui sont très différentes sur les deux systèmes, mais il y a des finalités qui se rapprochent, et puis les uns ont autant à gagner, à échanger avec les autres. Donc en bio, la question c'est comment on va concilier la préservation des sols
et la performance économique et agronomique des systèmes. Si je reprends les grands principes de l'agriculture de conservation des sols, qui sont donc les rotations diversifiées. C'est en général en céréales bio, on n'a pas de difficulté avec ça. On a déjà des rotations diversifiées par nécessité ou par... on en a besoin. La couverture permanente des sols, là c'est peut-être un peu plus compliqué. Et la réduction ou la suppression du travail du sol, c'est peut-être là aussi un peu plus compliqué. La suppression du travail du sol en système de grande culture bio mécanisé, c'est impossible. En tout cas, on n'en est pas là d'avoir des systèmes ou des rotations sans aucun travail du sol. On n'en est vraiment pas là. Par contre, ce qu'on va réussir à faire, c'est de supprimer, alors des fois le travail du sol, mais dans des rares cas et dans des configurations vraiment très particulières et encore très aléatoires, la première chose qu'on va réussir à faire, c'est de réduire le travail du sol. Donc quand je dis réduire le travail du sol, ça peut être de dire on réduit la fréquence des labours, voire on supprime les labours. Il y a tout un tas de producteurs aujourd'hui bio, alors ils ne sont pas encore très nombreux, mais qui ont supprimé l'usage de la charrue, mais on ne sera jamais dans une suppression complète du travail du sol. Et donc du coup, du fait qu'on travaille le sol, on a plus ou moins des sols à nu, donc on a encore un peu du mal à optimiser complètement la couverture permanente des sols. On a toujours des petits moments dans la rotation où c'est un peu plus compliqué d'avoir un sol parfaitement couvert. Pourquoi ? Donc, les grandes difficultés qu'on va avoir sur la conservation des sols en bio, ça va être la gestion des adventices et la maîtrise des dynamiques de minéralisation dans le sol. Bon, ça, je ne reviens pas en détail, mais évidemment, en bio, le labour, ça peut être quand même vu comme une clé de sécurité pour gérer les adventices. À partir du moment où vous êtes dans du travail simplifié du sol, en fonction des adventices que vous avez dans le sol, ben voilà, vous pouvez enlever une clé de sécurité. Ça dépend vraiment des adventices aussi que vous avez dans le sol, et donc de vos rotations. Et puis l'autre phénomène qu'on va avoir, c'est en bio, on a aussi besoin d'un minimum de travail du sol pour activer la minéralisation. Donc, vous savez, dans la saison, il y a 2 grands pics de minéralisation. Une minéralisation à l'automne. Là, je dirais que dans les systèmes de grande culture, ce n'est pas forcément très grave de diminuer la minéralisation des sols à l'automne, parce qu'on n'a généralement pas de cultures qui sont implantées à ce moment-là, ou alors on va implanter un blé, une céréale dont les besoins en azote ne sont pas immédiats. Et je dirais même au contraire, souvent on a trop de minéralisation dans les systèmes de grande culture à l'automne, parce qu'on a des sols qui sont encore chauds, parce qu'il y a l'été derrière, et puis il y a la pluie qui réactive la minéralisation, donc on perd souvent de l'azote à ces moments-là à l'automne, l'azote qui s'en va du système, donc ce qui est dommageable en bio, puisqu'on a des systèmes qui manquent beaucoup d'azote. Par exemple, retourner des luzernes à l'automne, il y a quand même pas mal de fuites d'azote hors des systèmes. Par contre, au printemps, diminuer la minéralisation du travail du sol au printemps, ça peut poser un certain nombre de problèmes a priori, notamment pour le démarrage des cultures de printemps qui ont besoin de sol chaud, de sol minéralisé pour démarrer rapidement pour bon nombre d'entre elles. Donc attention à il faut vraiment avoir ça en tête avant de se lancer dans la réduction du travail du sol en bio. Alors on parle d'agriculture biologique de conservation des sols, mais on n'a toujours pas donné de définition. Bon, il n'y en a pas vraiment en fait. Si ce n'est que ça peut être défini comme l'adoption des principes de l'agriculture de conservation des sols en bio, avec pragmatisme. Moi j'insiste pas mal là-dessus, c'est-à-dire que on va essayer de réduire le travail du sol autant que possible sans mettre en péril le système. Je le redis, mais il n'y a pas à ma connaissance de système en grande culture biologique qui fonctionne sans aucun travail du sol. Se dire qu'un travail du sol qui est bien fait, bien raisonné, voilà, en bio, c'est les meilleurs compromis qu'on peut avoir. Et puis, l'autre question en conditions méditerranéennes, c'est comment on va optimiser la couverture des sols en conditions méditerranéennes avec notre climat, ce qui n'est pas évident. Donc pour ça, pour travailler ces questions-là, on a donc un projet, là, c'est le projet que je vous ai présenté au début. On a étudié un petit peu tout ça, on est en train de continuer à l'étudier, mais on est à peu près en fin de projet, pour étudier des couverts végétaux, quels sont les couverts végétaux les plus adaptés à nos conditions méditerranéennes, et puis après tester comment on peut insérer ces couverts végétaux dans les rotations, et comment on peut les réguler. Donc il y a aussi évidemment toute une partie machinisme qui va être très importante dans des systèmes de conservation des sols en bio.
Pour l'amélioration de la couverture du sol, vous avez trois grandes familles, on va dire, d'espèces qui peuvent être mises en couverts végétaux. Donc les graminées, l'avantage des graminées, c'est qu'elles vont quand même occuper assez rapidement le sol. Donc vis-à-vis de la gestion des adventices, c'est intéressant. Elles vont, généralement, c'est des espèces qui sont capables de produire pas mal de biomasse. Elles sont assez structurantes sur le sol, notamment en superficie. On a des crucifères, évidemment, qui peuvent être mis. Donc là, le gros avantage des crucifères aussi, c'est leur implantation très rapide. Généralement, elles s'implantent rapidement. Attention, elles s'implantent rapidement, ou elles s'implantent bien, si nos systèmes ne sont pas trop carencés en azote. Donc on a des fois des déceptions sur les crucifères en système bio, avec des radis beaucoup plus petits que prévu, parce que justement, on a des systèmes qui manquent un petit peu d'azote. Mais sinon, c'est assez intéressant. Et puis évidemment, les légumineuses, ça, dans les couverts végétaux, on va en mettre une dose importante en bio, avec une implantation un peu plus lente, souvent des implantations assez lentes des légumineuses. Par contre, évidemment, ça va nous permettre de recharger nos systèmes en azote. Donc vous voyez bien que dès qu'on dit ça, il n'y a pas de couvert végétal parfait, mais on va associer un petit peu les faiblesses des uns avec les forces des autres, et donc on va souvent partir sur des mélanges pour la composition des couverts. Et puis après, on peut avoir d'autres types de couverts végétaux, le Niger, la facélie, le tournesol, qui sont d'autres familles botaniques, donc qui vont permettre aussi d'introduire un peu plus de diversité par rapport aux espèces cultivées dont on a l'habitude. Donc dans ce projet, du coup, on a regardé un petit peu le développement de ces couverts végétaux dans des essais où on avait toute une série de couverts végétaux en sec et en irrigué au même endroit. Alors on fait ça évidemment parce que l'irrigation va être un facteur qui va nous permettre de mesurer soit l'intérêt d'irriguer un couvert quand on a un couvert végétal, soit la résistance, on va dire, au stress hydrique des couverts végétaux, pour choisir au mieux les couverts végétaux, soit quand on ne veut pas arroser ou pas trop arroser, soit quand on n'a tout simplement pas l'irrigation. Donc ça, c'est des résultats de 3 ans de projet de couverts végétaux qui ont été implantés plutôt en fin août, et puis pour une destruction plutôt au printemps, avant une culture de printemps. Alors dans les 3 années, évidemment, vous avez des années extrêmement atypiques en termes de climat, mais ça, c'est pour ça qu'on fait ces essais-là sur 3 années. Ce que l'on voit, donc vous avez à chaque fois la biomasse en irrigué en fonction de la biomasse en sec. Déjà, on voit l'intérêt de l'irrigation. La moyenne en sec, on est à 1 tonne de matière sèche par hectare sur cet essai. Et en irrigué, on est à 1,8 tonnes de matière sèche par hectare. Et vous voyez qu'on a des couverts plus ou moins, qui vont plus ou moins profiter de l'irrigation, qui vont plus ou moins bien s'en sortir en l'absence d'irrigation, donc en période généralement de sécheresse. Vous avez les couverts dans la patate verte complètement à droite là, le radis, le seigle, là, qui sont des couverts plutôt performants en sec et en irrigué, donc qui valorisent aussi très bien l'irrigation. Vous avez au milieu des couverts végétaux qui sont tolérants à l'absence d'irrigation, mais qui ont des potentiels de rendement de biomasse assez moyens dans ce qu'on a fait. Donc il y a des mélanges, il y a de l'air, ce qui est une veste d'origine locale, en tout cas très bien adaptée au sol calcaire et au sol séchant. Et puis vous avez des vesses. Et puis vous avez complètement sur la gauche, en bleu, des couverts qui se comportent très bien avec irrigation, mais beaucoup moins quand il n'y a pas d'irrigation en termes de biomasse. Ça va être les févroles. C'est assez simple à comprendre en fait, c'est-à-dire que les févroles, c'est des ports dressés. Donc du coup, dès qu'il fait sec, donc ça veut dire que c'est pas très couvrant au niveau du sol, donc la biomasse de la févrole dépend beaucoup de la qualité de sa levée en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de pieds de févrole qui lèvent au mètre carré? Donc dès qu'il fait sec et dès qu'on a des levées compliquées de couverts, voilà, la performance de la févrole diminue considérablement, alors que vous avez des couverts comme les vesses qui, elles, sont capables de compenser on va dire une faible levée avec, c'est des couverts qui foisonnent, donc ils sont capables de produire un peu plus de biomasse en conditions limitantes. Et puis, on a regardé dans ces couverts végétaux, est-ce qu'il fallait mieux faire des mélanges ou des espèces ou les cultiver en pur? Donc on a tout intérêt d'un point de vue intellectuel à se dire qu'il faut faire des mélanges, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. La réponse, elle est oui, il faut faire des mélanges, mais ça dépend beaucoup des mélanges que vous choisissez. Vous avez à gauche la biomasse des espèces en pur, et à droite du graphique, la biomasse des espèces en mélange.
vous voyez qu'on n'a pas systématiquement une biomasse plus importante avec les espèces en pur, on n'a pas systématiquement plus de biomasse avec les mélanges qu'avec les espèces en pur, contrairement à ce qu'on pourrait présupposer. Pourquoi? Parce que vous pouvez, si vous avez une espèce très performante en pur, mais que vous l'associez avec une espèce moyennement performante, vous allez diluer tout simplement la performance de votre couvert. Donc il faut vraiment, quand on fait des mélanges avec les couverts végétaux, il faut associer en fait les espèces les plus performantes, celles qui vont marcher le mieux dans votre système, parce que sinon vous allez diluer, parce que forcément quand vous faites un mélange, vous diminuez la densité de semis des espèces par rapport à des couverts végétaux par rapport à leur culture en pur. Donc vous risquez si vous associez du performant avec du pas performant, vous risquez de diminuer ou de diluer la performance de votre couvert le plus prolifique en biomasse. Et ça c'est d'autant plus vrai que la période d'interculture est courte. C'est-à-dire que quand vous avez des couverts végétaux sur des périodes d'interculture courtes, par exemple entre deux céréales d'hiver, bon, ce qui se fait très peu dans la région parce que c'est très compliqué d'implanter des couverts entre deux céréales d'hiver, c'est des couverts qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'installer, donc il faut qu'ils fassent une biomasse très, très rapidement. Et cette performance-là, elle dépend des exploitations. Selon chaque exploitation, il y aura une performance différente du coup. Bien sûr, parce que la performance d'un couvert végétal, quand on parle de performance, on parle de rendement en biomasse en fait, on va voir pourquoi après, mais la performance d'un couvert végétal, elle est liée à l'espèce qu'on choisit, mais aussi au type de sol, à la date de semis, etc. etc. Donc évidemment, donc le conseil, ça peut être de dire, testez, faites des mélanges, tout à fait, mais testez aussi des couverts en pur pour savoir chez vous ce qui s'adapte le mieux. Et puis, alors ça c'est exactement la même chose, mais sur le développement des adventices. Vous avez le niveau, donc c'est toujours des biomasses d'adventices entre des espèces en pur et les mêmes couverts mélangés. Vous voyez que là encore, il n'y a pas d'automaticité, c'est pas parce que vous avez un mélange que vous allez mieux contrôler les adventices par rapport à des espèces en pur. Donc là encore, c'est la même conclusion, choisissez les espèces les plus performantes chez vous, et ce qui va être très important, nous ce qu'on voit dans ces résultats, c'est pour lutter contre les adventices, c'est d'avoir des espèces le plus rapidement, qui vont couvrir le sol le plus rapidement possible. Donc, des graminées et des crucifères dans les mélanges. Et puis après, bien sûr, il y a aussi, au-delà de la génétique des couverts qu'on choisit, il y a aussi de l'agronomie, quand est-ce qu'on sème, les préparations du sol avant, c'est bien si on arrive à faire un faux semis avant le semis du couvert végétal. Tout ça, ça confirme, alors ça, c'est pas des données issues du projet, mais c'est des données qui sont issues de travaux de chercheurs tribouillois, qui classifient un petit peu les couverts végétaux selon leur température optimale de germination. Ça va être quelque chose de très important. Vous avez des graines qui vont plus ou moins bien germer selon la température du lit de semence, et puis selon leur résistance aussi au stress hydrique, là, qui est matérialisé par le potentiel de base. En gros, pour le faire rapidement, vous avez des couverts végétaux comme le sorgho et le moa qui vont très bien démarrer dans des sols très chauds et humides. Donc ça, c'est des couverts végétaux qu'il va falloir semer juin, puisqu'on a souvent des mois de mai assez pluvieux, mais qu'il ne va pas falloir semer trop tard, parce que sur des semis de sorgho, par exemple, en septembre, on est déjà souvent sur du très tard, donc ça va plutôt être mai-juin. Et puis vous avez des couverts végétaux qui vont plutôt semer dans des sols frais et humides. Donc là, on est sur les vesses, le sainfoin, les févroles, tout un tas de vesses, les trèfles, etc. Donc ça, c'est des couverts qu'on peut déjà semer plus tard, septembre, voire octobre. Des couverts végétaux qu'on va plutôt semer dans des sols chauds et secs. Enfin, on peut les semer dans des sols humides, mais qui vont bien se comporter, ou mieux se comporter que les autres dans des sols chauds et secs. Là, c'est l'avoine, les raies gras, le seigle, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on reboucle avec la résistance quand même du seigle au stress hydrique. Et puis des couverts dans des sols très chauds et secs, qui vont bien se comporter dans ces sols-là, en termes de levée, le radis, le seigle, etc. Donc c'est tout ça pour vous dire que c'est très important de choisir les bons couverts végétaux au bon moment. C'est ça que ça veut dire, ce genre d'études. Par exemple, on va illustrer tout ça. Ça, c'est un semis de sorgho qui a été fait vers Fort-Calquier par un agriculteur, Arnaud Dubois, le 16 juin 2020 de cette année. Donc en gros, il s'est arrêté de pleuvoir le 13 juin, et lui, il a semé le 16 juin, dans un sol humide, parce qu'il avait beaucoup plu, et dans un sol chaud, parce qu'au mois de juin, les sols sont chauds. Et ça, c'est une photo du couvert que j'ai pris fin août,
Je pense qu'au total, dessus, il doit y avoir 7-8 mm d'eau, avec des orages bien placés. Mais ce n'est pas un couvert irrigué. Vous voyez, la biomasse, il arrive à faire dans ces conditions-là 5 tonnes et demie de matière sèche à l'hectare. Donc il y a des possibilités aussi intéressantes. Et en plus, après, il fait pâturer, et c'est un sorgho qui est capable de repartir après pâture, donc il peut même prolonger la couverture du sol avec la pâture du couvert. Et puis, ce qu'on voit quand même, globalement, alors c'est ce que dit la littérature, et puis c'est un peu ce qu'on confirme avec ces études, c'est que pour avoir un couvert réussi, alors quand je dis réussi, c'est par exemple un couvert qui va réussir à vous maîtriser les mauvaises herbes, il nous faut 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Là, vous l'avez illustré ici. La biomasse des adventices en avril en fonction de la biomasse de votre couvert en entrée d'hiver, avant le gel. Vous voyez que globalement, à 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche à l'hectare, on arrive à contrôler les adventices. Mais, si je reprends mes résultats de couverts végétaux tout à l'heure, atteindre 3 tonnes de matière sèche, même 2,5 tonnes de matière sèche à l'hectare, sur des couverts annuels, ce n'est pas toujours évident. Donc la question, c'est comment on fait, quoi, comment on fait pour avoir ces services-là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres manières d'insérer nos couverts végétaux dans les rotations? Alors, il y a des pistes qu'on travaille, qui vont être de dire, on va semer les couverts en association avec des cultures. À gauche, vous avez des trèfles semés sous couvert de blé, ce qui se prête bien à l'agriculture biologique, parce que en fait, c'est des trèfles qu'on sème plutôt mi-mars, quand le blé est en fin de talage, tout début montaison maximum, et donc on va semer ces couverts végétaux, souvent à la volée avec un passage de RC-tri avant ou après. Et ça peut marcher en bio parce qu'on a une densité d'épis au mètre carré qui va être beaucoup plus faible qu'en conventionnel. Du coup, ça va laisser passer la lumière pour que le trèfle se développe. Je dis ça peut marcher parce que on l'a testé dans pas mal de configurations. Ça reste quand même difficile parce que c'est une petite graine, donc très sensible au stress hydrique. Et si on a des sécheresses mal placées à ce moment-là au printemps, c'est difficile de les faire partir. Et puis tous les agriculteurs bio qui cultivent plutôt des variétés anciennes ou des variétés à paille haute, c'est des techniques qui ne vont pas trop fonctionner puisque justement la paille haute va complètement occulter la lumière. On peut semer nos couverts en association avec des cultures. Donc là, vous avez ce qu'on fait au lycée agricole de Valabre, où on sème de la févrole en association avec du blé. Et donc si vous regardez bien la photo, on a 2 rangs de blé, 1 rang de févrole. 2 rangs de blé, 1 rang de févrole. Tout ça, c'est semé au GPS, RTK. Et en fait, alors l'idée de semer 2 rangs sur 3, elle vient des Portugais. C'est des systèmes qui sont assez adaptés à semer en conditions sèches. On perd même pas en rendement le fait de semer 2 rangs sur 3, puisqu'on a des lignes un petit peu plus denses, et puis des épis un peu plus fertiles, puisque finalement chaque rang de blé est concomitant avec un rang où il n'y a pas de blé, ou un rang où il y a une densité de peuplement moins importante. Donc on a un effet bordure un petit peu permanent à l'intérieur du champ, donc on arrive à augmenter la fertilité des épis comme ça. Et ce blé 2 rangs sur 3, en fait, c'est la photo que vous avez ici, on vient biner ensuite la févrole. Donc là c'est avant binage évidemment, et là ensuite on vient biner la févrole, donc avec une bineuse avec caméra optique. Tout ça est toujours guidé par GPS, puisqu'évidemment il faut être précis, l'objectif c'est pas de biner le blé. Et l'objectif de tout ça, c'est en binant la févrole, donc déjà on bine, donc on diminue la pression en adventice, puisque le binage a un spectre d'action plus large que la RC-tri. Et puis on vient biner, on minéralise le sol, ce qui va être bien pour la nutrition azotée du blé, confère ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on va biner une févrole en place, donc on va biner quelque chose, un végétal qui va être capable de restituer de l'azote en fin de cycle du blé, donc d'améliorer la nutrition azotée du blé. Donc on a fait des essais pendant plusieurs années. Donc là vous avez justement le taux d'adventice du blé biné, alors il y a plein de choses dans cet essai. Il y a des blés associés à des cultures, des blés associés à d'autres couverts végétaux, mais rien que dans toutes les modalités où on a biné, où il y avait de la févrole qui a été binée, on diminue le contrôle, on diminue la pression en adventice. Ça c'est l'effet du binage. Et après, ce qu'on observe dans ces systèmes-là, c'est que en binant la févrole, on ne perd pas en rendement par rapport à un blé semé à 14 cm, tous les 14 cm à écartement classique. Donc ça, première nouvelle. Et deuxième nouvelle, on améliore la qualité du blé.
puisqu'en fait on améliore la nutrition azotée du blé et donc on améliore le taux de protéines. Donc on n'est pas perdant en rendement et on gagne en qualité, entre 0,3 et 0,8% de protéines sur des blés durs. Quand on sait la difficulté qu'il y a à faire du blé dur en bio, c'est assez intéressant. Et ces effets-là sont d'autant plus visibles qu'il y a peu d'azote en fait dans les systèmes. Donc voilà, on a des pistes. Et là, on sème un couvert végétal en même temps qu'une culture. Alors ça demande, je suis d'accord, du GPS, du RTK, donc des choses qui ne sont pas encore forcément démocratisées, mais ça nous ouvre des pistes pour dire quand est-ce qu'on peut semer des couverts végétaux autres qu'uniquement des couverts annuels qu'on sème en septembre et qui sont délicats à réussir. Ça peut être de l'association des couverts végétaux en relais, donc du soja dans du blé. Donc on n'a pas réussi, c'est encore au lycée agricole de Valable qu'on a fait sur des toutes petites surfaces pour essayer, mais qu'on n'a pas réussi à mener au bout. Là, le soja est semé dans les interrants où la févrole avait été détruite, donc on essaye de prolonger toujours la couverture du sol. Donc on prolonge la couverture du sol par des cultures ou par des couverts. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser un petit peu tout ça. Bon, ça, faut être honnête, on n'a pas encore été au bout de la chose. Ça peut être aussi, donc ça c'est un agriculteur qui est à Gap, Damien Orsière, qui lui fait donc là c'est un champ de quinoa qui a été semé en mai ou juin de 2020, et en même temps avec le quinoa, il a semé du blé et du trèfle que vous voyez sur la photo du milieu. Il y a 2 semaines, on a récolté le quinoa, et il a du coup le trèfle qui a poussé sous le quinoa, donc il a déjà sa couverture de sol déjà d'implanté. Donc ça c'est intéressant parce que du coup il a déjà sa prochaine culture ou son prochain couvert, il va pouvoir faire soit récolter la graine du trèfle, soit récolter le trèfle, etc. Donc il faut voir un peu où ça va, mais c'est cette idée-là de dire dès qu'on peut, on va semer de manière opportuniste en fonction du contexte des couverts, des cultures dans les couverts, etc. Ou des couverts dans les cultures. Pareil, toujours chez le même agriculteur à Gap, une lentille qui avait été associée avec de la luzerne, donc en 2019. La luzerne pousse lentement par rapport à la lentille, donc récolte de la lentille avec j'ai plus le rendement en tête, mais un rendement tout à fait comparable à ce qui peut se faire dans le secteur en lentille. Et ensuite, la luzerne prend le relais. Vous avez sur la droite la photo de la luzerne un an après la récolte de la lentille. Donc là aussi, on gagne du temps dans la rotation, on implante 2 choses en même temps, et on gagne finalement de la souplesse dans le système. Pour avancer, dernier chapitre, on voit donc les couverts végétaux annuels, ça peut être compliqué, surtout si on n'a pas l'irrigation. On voit qu'il y a des stratégies d'insertion des couverts ou de culture de manière opportuniste dans nos rotations. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'au vu des réussites très intéressantes de l'agriculture de conservation des sols en la matière, est-ce qu'on peut oser les couverts permanents en bio? Donc des couverts qui sont toujours présents dans la rotation, des luzernes, des sainfoins, pour être clair, et qui vont nous faire en fait notre couvert. Pourquoi on réfléchit là-dessus? Parce que une fois que vous avez une luzerne ou un sainfoin d'implanter dans la rotation, votre couvert en fait il est déjà là. Il suffit ensuite d'essayer de le maîtriser, de le réguler pour pas qu'il concurrence les cultures de vente qu'il va y avoir dans la rotation. Mais voilà, des fois, les plus beaux couverts qu'on a, ça va être des repousses de luzerne, ça va être des repousses de sainfoin, et c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'implanter tous les ans, et on a vu que c'était très aléatoire d'implanter des couverts végétaux tous les ans. Donc c'est l'association un petit peu permanente, donc qui fonctionne bien en agriculture de conservation non bio, mais qui nécessite de la régulation chimique, dont on ne peut pas profiter en bio. Du coup, l'objectif en bio, ça va être de dire est-ce qu'on va pouvoir jouer, entre guillemets, avec cette luzerne vivante. Alors il y a des itinéraires techniques qui se dessinent en conditions méditerranéennes qui sont de dire nos repousses de luzerne ou notre regain de la dernière coupe de luzerne, on ne va pas la labourer, mais on va plutôt la scalper, c'est-à-dire passer des dents au collet de la luzerne, là, donc à 5-6 cm de profondeur, voire même moins, pour affaiblir la luzerne, mais pas complètement la retourner, la labourer. Et on va semer dedans un blé, en anticipant un petit peu la date de semis du blé, pour donner de la vigueur au blé avant l'hiver, et pour lui permettre de démarrer plus vite que la luzerne. On va semer plutôt des blés à paille haute, alors non pas pour éviter la concurrence entre le blé et la luzerne, parce que c'est pas parce qu'on est haut en paille qu'on est moins sensible à la concurrence, mais en cas de redémarrage trop fort de la luzerne au printemps, au moins de ne pas être gêné dans la récolte, d'avoir un blé qui passe au-dessus, donc de ne pas récolter du vert.
Et puis, alors après, il y a des pistes. Est-ce qu'il ne faut pas fertiliser le blé un peu plus précocement, voire un peu plus qu'un blé classique pour favoriser sa croissance et sa compétitivité sur la luzerne? Évidemment, si vous voulez laisser la luzerne repartir, il ne faut pas déchaumer après moisson. Par contre, on peut peut-être broyer après moisson pour redonner de la vigueur à la luzerne et la faire repartir. Tout ça, c'est des itinéraires techniques qui sont encore en construction et ce qui va être déterminant, ça va être la pluviométrie du printemps. Évidemment, s'il y a un printemps très pluvieux, le risque c'est que la luzerne reparte beaucoup dans le blé, alors que si vous avez un printemps très sec, on va être plus tranquille vis-à-vis de ça. Dans ce système, tu parlais de labour. Donc finalement, on perd le côté réduction du travail du sol qu'on souhaite apporter. Alors là, justement, on ne laboure pas la luzerne. D'accord. Là, on la scalpe. Justement, on évite de la labourer, on essaye de la scalper, ce qui va revenir à essayer de calmer la luzerne. Il faut quand même la contrôler, hein, parce que sinon le blé va difficilement s'implanter, mais on est sur du scalpage, pas sur du labour. D'accord. Et le scalpage, c'est un travail en quelle profondeur? Alors, ça dépend, mais là, l'objectif, c'est quand même de... Enfin, je vais vous montrer des photos après, mais c'est quand même de couper les plants de luzerne. Donc, on va être à la profondeur du collet sur la luzerne, c'est-à-dire 4-5 cm de profondeur. Vraiment Donc, superficiel. ça reste très... Bon, des fois un peu plus, 6-7 peut-être, mais ça reste du travail assez superficiel. Donc voilà, exemple, toujours chez Damien Orsière à Gap, un blé bio, donc variété capot, derrière une luzerne scalpée à la herse rotative. Et donc ça, c'est la photo en septembre. Donc vous voyez que la luzerne déjà est bien repartie. Ça, pour l'agriculteur, c'est pratique parce que du coup, il va pouvoir envisager déjà, il a son couvert végétal en plein été, parce que sinon, il n'aurait jamais réussi à implanter un couvert végétal avec les conditions de sécheresse. Et il va pouvoir soit les faire pâturer, il est éleveur, soit récolter une coupe de graines. Donc c'est des choses intéressantes. En termes de performance, 32 quintaux, 11% de protéines, ce qui est tout à fait correct pour du blé bio. Moins que, sans doute, on n'avait pas de témoins, mais par rapport au blé autour, on est quand même en dessous. Mais voilà, il est sur l'ensemble du système, il est très satisfait de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a comparé les biomasses entre du fait qu'il avait fauché les chaumes ou pas. Vous voyez qu'il y a des bandes dans lesquelles les chaumes ont été fauchés, donc la luzerne, et des bandes dans lesquelles les chaumes n'ont pas été fauchés ou broyés. Et vous voyez que l'intérêt en termes de biomasse a fauché juste après la récolte du blé pour refaire justement démarrer la luzerne et pour lui donner de la vigueur. Autre exemple, toujours un blé qui avait été donc Corazan, qui est du blé dur bio ancien haut en paille, qui avait été implanté derrière une prairie de luzerne et dactyle, détruite par scalpage, plus un léger labour à 15 cm. Donc là, l'objectif de l'agriculteur qui s'appelle Pierre Albouy et qui est à Fort-Calquier, c'était pas de labourer, mais il y avait des conditions très humides au moment du semis qui n'ont pas permis de faire 2 scalpages. Donc le labour était ce qui passait le mieux dans ces conditions-là. Donc léger labour et rendement du blé, du coup 23 quintaux par hectare. Alors là pour le coup on avait un témoin puisque c'était à 300 mètres de la plateforme d'essai variétal qu'on fait avec Arvalis, où il y avait ce blé en pur, derrière une luzerne pour le coup labourée, donc beaucoup moins de repousses de luzerne, et on a fait le même rendement. Donc là ça vous montre aussi que finalement c'est des techniques, alors il y a encore beaucoup d'acquisitions de références à faire dessus en bio, mais qui peuvent être cohérentes même du point de vue du rendement, et donc évidemment pas de à la récolte, il n'y avait pas beaucoup de luzerne sous le blé, mais elle a complètement redémarré après. Là, c'est la photo de la luzerne quelques mois après. Et dans laquelle, ensuite, l'objectif c'était d'implanter un pois chiche. Donc dans laquelle, comme la luzerne était quand même claire, il a sursemé un couvert végétal de radis et d'herses en août, de manière opportuniste, en fonction des pluies, donc en combinaison du coup d'un couvert vivant et puis d'un couvert annuel pour venir un peu boucher et compléter les trous. Donc ça, c'est des stratégies intéressantes parce que la luzerne seule était un peu trop claire. Le couvert végétal seul, ça aurait été beaucoup trop clair. Le couvert végétal annuel seul aurait été beaucoup trop clair. Donc la combinaison des deux est quelque chose d'intéressant. Et c'est un champ qui s'est pris 500 mm de pluie l'an dernier en 2 mois et sur lequel il n'y a pas eu d'érosion. Faible biomasse,
moins d'une tonne de matière sèche à l'hectare, mais pas d'érosion. Et alors après, technique encore plus innovante, qui est faite par Régis Elias d'Arvalis, qui est dans le sud-ouest, qui consiste à tondre une luzerne positionnée dans des interrangs de blé. Donc ça mérite une petite explication. Tout ça est semé par GPS RTK, et vous voyez en première année, il y a du semis de tournesol, donc tous les 60 cm, et tous les 30 cm positionnés dans les interrangs, il y a du semis de luzerne. Ça, c'est des choses qui se font classiquement dans le sud-ouest pour installer une luzerne dans un tournesol. Tout ça est semé au GPS RTK. Ils récoltent le tournesol, et en deuxième année, ils viennent semer, toujours au GPS, entre chaque interrang de luzerne, ils viennent semer du blé. Donc ce qui fait que vous avez un blé, une luzerne, etc. Le tout espacé de 15 cm, donc de la luzerne tous les 30 cm et intercalé avec du blé aussi tous les 30 cm. Ils récoltent le blé, enfin ils fauchent la luzerne du coup, enfin ils la tondent plutôt, pour éviter la concurrence entre le blé et la luzerne. Donc c'est fait avec, d'abord ça a été fait de manière expérimentale avec des débroussailleuses pour tester le système, et une fois que ça a été validé, ils ont fait construire un outil par Ecomulch, une barre porte-outil avec des petites tondeuses qui viennent broyer la luzerne dans les interrangs. Et donc après ils refont du blé là où ils ont déjà fait du blé, et la luzerne reste en place et ils viennent toujours faucher la luzerne. Donc ils poussent un peu le système pour voir ce que ça donne. Et les résultats, donc ils sont à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a pas beaucoup de retours encore dessus, mais qui sont très encourageants. Vous voyez les rendements, alors le rendement du tournesol, et puis après vous voyez les rendements des blés successifs des années 2017, 2018, 2019, avec plus ou moins de broyage. Donc on va broyer plus ou moins la luzerne en fonction de sa vigueur et de sa pousse, hein, pour l'objectif étant vraiment qu'elle ne concurrence pas le blé. Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, les rendements du blé ont tendance à augmenter, même significativement, alors même si ce n'est pas les mêmes années. Et on arrive finalement en troisième année à faire du blé tendre à 40 quintaux par hectare, 11,2% de protéines, ce qui pour du bio est très bien, et ce qui pour l'année et la région est très bien, et même un blé dur à 31 quintaux par hectare et à 13,3% de protéines. Tout ça sans apport d'engrais organiques extérieurs. C'est là où c'est intéressant. Et cette technique-là, du coup, elle permet, en fait, ce qu'on observe là, c'est les arrière-effets cumulatifs de la luzerne, c'est-à-dire que chaque année, vous allez broyer de la luzerne, donc vous allez amener un volant d'azote dans votre système de plus en plus tous les ans, et vous avez tous ces arrière-effets cumulatifs de la luzerne qui s'observent. Et donc c'est très intéressant, ça, dans des systèmes sans apport d'azote extérieur, et à tel point que là, la logique voudrait presque, si on pousse le raisonnement, de dire ils sont en train d'inverser les rotations, c'est-à-dire qu'ils mettent en fin de rotation les cultures les plus exigeantes en azote, puisqu'ils réussissent très bien leur blé dur et ils font un très beau blé tendre, parce que la luzerne produit ses effets, et en début de rotation, on met les cultures les plus fragiles, voilà. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait classiquement quand on a une luzerne dans la rotation. Donc ça, c'est des pistes de travail qu'on va tester, qu'on va sans doute tester là, dans des programmes, puisqu'il y a des prototypes qui vont être construits dans des programmes avec Arvalis qu'on va tester localement. Ça, je vais passer rapidement dessus, parce que je ne sais pas où on en est au niveau timing. Mais en gros, la question qui se pose, c'est comment on remplace la charrue en bio. Aussi, c'est une des questions qui peut se poser, même si on n'est pas obligé d'être dogmatique là-dessus. Donc nous, on a travaillé sur différents outils avec les producteurs qui peuvent être adaptés aux conditions méditerranéennes. On a parlé des scalpers tout à l'heure, donc qui sont des déchaumeurs à dents plates, des types pas de doigts, qui marchent bien en conditions climatiques sèches ou ressuyées, qui vont venir couper vraiment des racines pivotantes, donc ça va être très efficace sur de la luzerne, beaucoup moins sur des graminées, puisqu'il va y avoir des phénomènes souvent de repiquage, on va décoller, comme si vous décolliez un gazon et pouf, qui se repose. Des outils animés ensuite, qui sont assez intéressants, des herses rotatives, des rotavators, donc ça c'est des outils animés qui donnent de la souplesse au système, et qui vont avoir un spectre d'action pour le coup efficace sur beaucoup plus de couverts que les scalpers, et puis des déchaumeurs à disque. Bon, vous aurez la présentation de toute façon, mais on a regardé un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces matériaux. Et la conclusion, on voit que
quand même, tous ces itinéraires techniques-là c'est quand même du risque de dire en bio, on sort des sentiers battus. Déjà, le passage en bio, des fois, ça peut être un risque, parce qu'on enlève un certain nombre de béquilles. Et donc, dans le bio, de dire on va vers la conservation des sols, ça peut être un risque supplémentaire. On en a parlé sur les adventices, sur la fertilité des sols. La question finale, c'est comment est-ce qu'on sécurise les risques et comment les producteurs qui sont dans ces systèmes-là arrivent à sécuriser les risques. Déjà, il faut dire qu'ils ne sont pas encore très nombreux, donc on a peu de références encore dessus, même en comparaison de leur performance économique par rapport à d'autres producteurs. Donc ça, c'est très important d'acquérir des références là-dessus. Un moyen de sécuriser les risques, souvent, c'est les systèmes avec élevage. On a parlé de plein de matériel, mais on n'a pas parlé encore de l'élevage là-dedans. Et ce qu'on voit et ce qu'on observe et ce qu'on commence à mesurer, c'est que pour de l'agriculture bio de conservation des sols, l'élevage est vraiment un atout qui va apporter de la fertilité immédiate et qui va apporter surtout une grande flexibilité. Plusieurs choses, la gestion de la fertilité, on est en train de commencer à le mesurer, mais les dynamiques de fertilité des sols sont évidemment pas les mêmes dans des systèmes avec et sans élevage, notamment pour de la destruction de couverts végétaux. Quand vous détruisez des couverts végétaux avant une culture de printemps, on a dit tout à l'heure que si vous réduisez la minéralisation, ça peut être compliqué pour la culture de printemps de démarrer parce que elle va être dans un sol un peu froid, parce que moins travaillé. Et puis s'il y a des résidus de couverts végétaux qui mettent du temps à se décomposer ou qui ont des difficultés à se décomposer, vous pouvez avoir des phénomènes de fin d'azote temporaire qui vont vraiment gêner le démarrage d'un certain nombre de cultures de printemps, surtout les graminées. Le fait de faire pâturer ces couverts végétaux va pouvoir accélérer très certainement la dégradation de ces couverts végétaux et donc la mise à disposition des nutriments qu'ils contiennent plus rapidement aux cultures. Parce qu'on va transformer du végétal avec des rapports carbone sur azote plus ou moins élevés en bouse, donc en quelque chose de facilement assimilable. Donc là, il y a des pistes de travail intéressantes. Et puis après, le gros avantage, c'est quand vous êtes éleveur et que vous avez une association de cultures qui a raté parce que le couvert végétal a pris plus de place que la culture ou c'est sali, etc., mais vous avez la souplesse de le valoriser en fourrage, en pâture, etc. Donc ça donne quand même une clé de sécurité. Et souvent, les éleveurs en conservation des sols, ils s'interdisent beaucoup moins de choses que les agriculteurs qui ne sont pas éleveurs parce qu'ils ont vraiment de la souplesse de ce côté-là. Donc là, on parle vraiment d'inclure des animaux dans la rotation, en fait. On parle d'inclure des animaux dans la rotation. Donc soit c'est des gens qui ont déjà de l'élevage, soit, et ça c'est sans doute des formes de coopération à pousser en fait, des éleveurs qui peuvent travailler en coopération avec des céréaliers, des agriculteurs, notamment qui veulent aller vers ces questions de conservation des sols. On se doute qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages, au moins sur le papier, et qu'on commence à mesurer, à faire ces associations-là. Ça permet de sécuriser en fait notre système. Il faut avoir en termes de conservation des sols, il faut vraiment avoir cette notion de comment je sécurise mon système. C'est ça l'objectif. Et du coup, il y a un aspect social aussi qui vient s'ajouter, puisqu'il faut que l'éleveur puisse puisse s'entendre avec le céréalier, et donc il y a un aspect social aussi à prendre en compte qui n'est pas forcément... Tout à fait. Tout à fait, il faut que ce soit de la bonne entente, que l'éleveur passe au bon moment, qu'il ait suffisamment de quoi pâturer, etc. Vous avez des exemples, je pense notamment à la ferme de Frédéric Thomas en Sologne, des exemples de coopération entre des éleveurs et des agriculteurs qui sont très intéressantes, voilà, des choses à étudier. Et puis on sait très bien aussi, d'un point de vue durabilité des systèmes bio, en grande culture, sans élevage, on se pose pas mal de questions là-dessus. Au-delà de ça, les stratégies pour sécuriser l'agriculture biologique de conservation des sols, ça va être, vous avez une pyramide avec le socle de base et puis des éléments après un peu plus fins, un peu plus techniques, des prairies temporaires en tête de rotation, Saint-Foin, Luzerne, ça va être très important pour sécuriser ces pratiques-là, pour les questions d'azote, mettre de l'azote dans le système, et aussi, et peut-être même surtout pour des questions c'est un effet désherbant très important, ces prairies-là, donc ça c'est important. Et puis évidemment après, tout ce qui va être couverts végétaux, mis en place de manière opportuniste ou pas, enfin opportuniste dans les systèmes, les techniques sans travail du sol, avec tout ce qu'on a détaillé et ce qu'on pourrait encore détailler, des rotations longues, éventuellement des apports de matière organique extérieure aussi, qui peuvent être vraiment importants, ou de la fertilisation localisée, positionnée au bon moment pour aider des cultures à démarrer un petit peu plus rapidement.
Et donc pour conclure, les stratégies qu'on a pour sécuriser l'agriculture biologique de conservation, dans notre climat méditerranéen, on a évidemment l'irrigation. Pour ceux qui ont l'irrigation, ça aide, hein. Vous allez pouvoir beaucoup mieux diversifier votre rotation, vous allez pouvoir décaler un petit peu les dates de semis, sécuriser l'implantation des couverts végétaux. L'élevage, on vient d'en parler, hein, accélérateur de fertilité, une tolérance plus importante vis-à-vis du salissement, une meilleure valorisation. Et donc du coup, sans irrigation, il y a vraiment beaucoup de stratégies à repenser, qu'on a évoqué un petit peu, un opportunisme omniprésent nécessaire. Qu'est-ce que je peux semer, quand et quoi? Donc ça suppose aussi d'avoir de construire un système qui donne de la souplesse, c'est-à-dire d'avoir des semences de couverts végétaux, pas chers, à disposition rapidement pour semer dès que les créneaux se présentent. Donc de faire en partie de la semence de ferme, parce que ça va permettre de diminuer assez fortement les coûts. Il ne faut pas oublier la couverture spontanée des sols, des pistes sur la couverture permanente des sols, et puis les cultures associées aussi, qui sont des pistes qu'on a évoquées. Voilà. Merci Mathieu. Donc là on a vraiment parlé du côté technique, la maîtrise technique de ce type de pratique. Maintenant Yvan Capoviez va faire le lien avec la partie plus scientifique et l'intérêt de la mise en place de ces systèmes, l'intérêt sur l'activité biologique de sol et notamment l'activité des vers de terre. Voilà, donc Mathieu Capoviez, c'est à toi. Yvan. Bonjour, merci. Donc après cet exposé très agronomique, on va effectivement aller vers un versant plus écologie du sol. Quelles sont les conséquences de ces changements de travail du sol sur toute la faune du sol, mais moi je vais faire un focus très fort sur les vers de terre puisque c'est ma spécialité. C'est un travail que je fais en collaboration avec Céline Pelosi, elle aussi à l'INRAE d'Avignon maintenant. Alors, je vais commencer par des brefs rappels sur les vers de terre, parce que tout le monde connaît, mais il y a aussi des choses qui sont un peu moins connues. Donc, ce que tout le monde sait maintenant à peu près, c'est qu'il y a 3 grandes catégories de vers de terre, définies par Marcel Boucher en 1972. Hein. Les vers épigés qui vont rester à la surface dans la litière, dans le compost. Des vers endogés qui vont toujours rester dans le sol, mais qui ne vont pas aller très profondément. Et enfin, des vers anéciques qui vont beaucoup manger à la surface et aller se réfugier en profondeur, donc ils parcourent de grandes distances. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est pourquoi on considère ces 3 catégories écologiques, c'est que ça a 3 rôles fonctionnels très différents. Alors d'abord, quelles sont les actions des vers, avant de distinguer les actions des 3 catégories. La première chose qu'il faut retenir, c'est que les actions des vers sont avant tout physiques. Ici, c'est une carotte de sol que j'ai démoulée. Hein. On a fait creuser des vers dans un mésocosme. Et vous voyez très bien des galeries, donc de la porosité. Donc c'est bien la création de galeries par le ver, c'est son action principale. Alors là, on exclut un peu les vers épigés qui normalement ne creusent pas ou très peu dans le sol. La deuxième chose importante qu'il faut voir, c'est que vous avez aussi, ces galeries ne sont pas continues. Vous avez des zones de rebouchage. Et en fait, le ver, il avale le sol, mais il va excréter ce sol, et qui vont former donc des turicules qu'on voit très bien à la surface, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi dans le sol. Et ces turicules, ce sont un peu des mini-fermenteurs qui vont permettre à la matière organique, qui n'est pas entièrement consommée par le ver, de se dégrader et d'être minéralisée, ce qui va être très favorable aux plantes. Et la troisième action, qui est aussi réservée à un seul groupe de vers de terre, c'est directement d'aller enfuir la matière organique depuis la surface vers la profondeur. Les vers sont capables d'aller saisir des feuilles et de les enfermer dans leur galerie, donc une troisième action physique. Après, il y a toute une panoplie d'autres actions qui sont plutôt chimiques, sur la fertilité, etc. Mais retenez d'abord que c'est avant tout physique. Alors si on revient à nos 3 catégories qui sont bien connues, ce qu'on va pouvoir dire en termes de rôle fonctionnel, c'est que les vers épigés qui restent à la surface dans la litière, c'est plutôt un effet de type lombricompost. Ils dégradent de manière très efficace et très importante cette matière organique, et donc ils vont produire un lombricompost à la surface. Alors c'est intéressant d'avoir un lombricompost, par contre c'est pas toujours intéressant de l'avoir à la surface. D'accord ? Il va être pas forcément accessible aux racines des plantes, tout simplement. Donc il faut aussi penser que ce compost doit être amené dans le sol. Là interviennent plutôt les vers anéciques, qui eux font des vers, donc sont des vers qui vont aller en profondeur, sont capables de faire des galeries plutôt verticales, mais parfois très profondes, jusqu'à 1, 2, 3 mètres, hein, chez Lombricus terrestris, et qui vont, eux, avoir ce double rôle à la fois d'enfuir la matière organique de surface, et deuxièmement, de favoriser tous les transferts rapides d'eau, mais pas que d'eau, hein, de soluté, dans le sol, puisque les galeries sont très verticales, très continues,
Pourquoi très continu? Parce qu'ils réutilisent tous les jours. Ils viennent consommer plutôt la matière organique la nuit et ils se cachent en profondeur, donc ils n'arrêtent pas de passer dans leur galerie. Contrairement à la troisième catégorie, qui sont les vers endogés, qui sont dans le sol. Eux ne viennent jamais ou très rarement à la surface, donc eux, c'est une vie un peu dure. Hein. Toute leur vie, c'est creuser dans le sol. Creuser, pourquoi ils creusent continuellement? C'est qu'ils cherchent de la matière organique. Il y en a beaucoup à la surface, il y en a moins dans le sol, donc ils creusent beaucoup. Et bien sûr, cette matière organique, plus on va profondément, moins il y en a, donc ils vont plutôt rester près de la surface, pour la plupart d'entre eux. Donc leur effet à eux, il est un peu différent, c'est qu'ils vont surtout faire beaucoup de turicules, beaucoup d'agrégation, donc beaucoup vous voyez, ce mélange intime, structure minérale, structure végétale. Et ils vont aussi créer beaucoup de porosité, mais plus proche de la surface. Alors, une chose qui est très importante, tout le monde connaît les catégories écologiques, depuis le travail de Marcel Boucher, mais Marcel Boucher, dès 1977, a aussi dit une chose très importante, alors cette figure n'est pas très belle parce qu'elle est de l'époque, c'est que les trois catégories sont plutôt des archétypes. Boucher disait bien, il n'y a aucun ver qui est 100% anécique. En fait, vous avez toutes les espèces de vers dans ce petit schéma-là, qui est partiel, se répartissent entre les trois pôles. D'accord? Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Et donc, avec des collègues, on est revenu sur cette chose, et on propose maintenant une vision moderne. Donc Boucher l'avait fait en 1977 pour quelques espèces, nous on l'a fait pour toutes les espèces françaises, entre 100 et 150 espèces, et on a positionné toutes les espèces dans un triangle défini par les trois pôles, épigée, anécique, endogée. Et donc maintenant, chaque espèce peut se définir par trois pourcentages. Une espèce peut être 10% endogée, 80% épigée et 10% anécique par exemple. Autre chose qu'il faut noter, parce qu'on va beaucoup en parler dans les techniques sans labour, vous voyez que les vers qui se trouvent entre les pôles anéciques et épigés, ce sont ce qu'on appelle traditionnellement les vers épianéciques, comme l'Ombricus terrestris, ils sont en général placés sur la ligne entre les deux, et ils ne sont jamais endogés. Donc on a quand même un axe très particulier entre épigé et anécique, ce qui va donner les vers épianéciques, comme le ver emblématique, le ver rouge, l'Ombricus terrestris. Alors, la question qui se pose, c'est avoir des vers, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils font dans le sol? Par définition, le sol, c'est un milieu opaque, donc il nous faut des techniques pour aller voir l'activité des vers, et je vous ai dit, l'activité plutôt physique. Donc nous, qu'est-ce qu'on a développé? Ce sont des outils liés à la tomographie au rayon X, autre façon de lire, les scanners médicaux. Donc on prélève des colonnes de sol sur le terrain, on les amène dans un hôpital ou dans un laboratoire INRA, et on passe ces colonnes dans un scanner. Le scanner, ça fait quoi? Ça envoie des rayons X. Les rayons X, ça donne la densité de la matière. Donc dans les séries d'images qu'on récupère, tout ce qui est très très noir, on sait que c'est très très peu dense, et donc c'est de la porosité, c'est de l'air. Et tout ce qui n'est pas noir, ça va être le sol. Et donc, avec des logiciels adaptés, on peut avoir comme ça une vue tridimensionnelle des réseaux de galeries. Et ici, par exemple, vous voyez qu'il y a des grosses galeries très continues, et puis des petites qui sont plus discontinues. On peut commencer à imaginer que certaines sont faites par les anéciques et d'autres par les endogés. Alors, avant d'attaquer les résultats d'un essai qui est intéressant, où on a comparé les effets du travail du sol, on peut se poser une première question qui est très générale et qui intéresse la plupart du temps les producteurs, c'est quels sont les facteurs qui vont influencer comme ça à gros traits les vers de terre. La première chose, c'est le sol. Les vers n'aiment pas les sols acides et ils n'aiment pas les sols hydromorphes. Ça tombe bien, les agriculteurs non plus. Ce ne sont pas des sols qu'on va favoriser pour la plupart des forêts sont sur des sols acides, c'est sous forêt parce qu'on n'a pas pu les cultiver tout simplement. Donc c'est ça, une première chose, c'est que les sols un peu extrêmes comme ça, les vers ne les aiment pas. Ça ne concerne pas l'agriculture. Le critère le plus important, et c'est bien pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est le travail du sol. Le travail du sol, pourquoi? Parce qu'il va changer l'état du sol. Et on voit que ces vers vivent dans le sol. Donc on va en venir plus en détail ensuite, mais il faut retenir d'emblée que le travail du sol n'aura pas le même impact sur des vers endogés et sur des vers anéciques. Ce sera le take-home message. Enfin, si on veut augmenter les populations de vers, dans la plupart en grande culture le plus souvent, mais aussi dans certains sols pauvres comme en viticulture, le critère qui limite le nombre de vers, c'est la matière organique. Donc raisonner des apports de matière organique, c'est ça aussi qui va doper ces populations. Enfin, alors c'est plus controversé, il y a sûrement des pesticides qui ont des effets avérés, et la plupart ont peu d'effets. Les pesticides peuvent aussi toucher ces populations. Les molécules les plus toxiques à l'heure actuelle, ce sont vraisemblablement les antilimaces. Voilà, pour donner un exemple. Bon, maintenant passons sur les résultats qui sont plus concrètement liés au travail du sol. Donc c'est un essai de Lacage en région parisienne, un essai qui a été mis en place en 1998, où je vais le faire simple, parce que je ne vais pas parler d'agronomie, je vais plutôt parler de ce qui se passe sur le sol. On va comparer 3 systèmes de culture, où il y a dans la rotation, il y a des blés 2 années sur 4. Donc on va comparer un premier système qu'on va appeler, alors on ne sait pas comment l'appeler, donc on va l'appeler conventionnel, on va dire c'est les pratiques classiques du bassin parisien, avec un labour à 25 cm, utilisation de pesticides, donc fongicides et herbicides, et de fertilisants minéraux. Il y a un deuxième système de culture qu'on va appeler AB, agriculture biologique. Il n'est pas tout à fait agriculture biologique, vous allez voir pourquoi. Alors il utilise le labour,
on vient d'en parler, hein, c'est difficile de s'en passer en agriculture biologique. Il n'y a pas de pesticides du tout, et c'est la raison pour laquelle c'est pas un vrai un système de culture en agriculture biologique. Il n'y a pas du tout de fertilisant, parce que mes collègues voulaient comparer des choses un peu singulières. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le système SCV, donc celui sous couvert végétal. Donc on a une suppression du travail du sol, il y a juste un grattage à 3 cm, et le maintien d'une plante de couverture permanente, avec de la luzerne. Donc c'est dans ces trois systèmes qu'on va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie du sol, et principalement des vers de terre. Alors d'abord, quelles sont les espèces qui sont présentes sur ce site? Alors on a trois, alors vous avez vu j'ai mis des guillemets, hein, je dis anécique avec des guillemets, hein, parce que je viens de vous dire qu'on a un regard un peu différent maintenant. Donc vous avez deux vers qu'on va appeler à tête noire, Giardi ici, Longa ici. Donc là ce sont ce qu'on appellerait des vrais anéciques. Vous avez le lombric commun, Lombricus terrestris, le ver à tête rouge ici, qui lui est épianécique. Et par commodité, je vais le classer dans les anéciques, il fait des grandes galeries verticales. Enfin, vous avez trois espèces de vers endogés. Alors Caliginosa qui est en bas ici, qui est très présent à l'échelle française ou européenne. Icterica, qui est plus rare en grande culture parce que c'est un ver qu'on trouve plus typiquement dans les pâtures. Et enfin, Chlorotica, qui pour la petite histoire est un petit ver, qui est très près de la surface, qui est souvent vert au nord de la France et jaune dans le sud de la France, donc, mais qui est très présent lui aussi. Enfin, une seule espèce de ver épigé. Il n'y a pas beaucoup de vers épigés dans les systèmes de grande culture, pour une raison qu'on va discuter tout à l'heure. Et là, c'est Lombricus castaneus. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Quelles questions on a voulu répondre avec cet essai? Trois types de questions. La première question, c'est quels sont les effets des systèmes de culture? Et principalement, quel est l'effet de l'arrêt du labour, hein, tout simplement. Deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe sur les abondances de vers, mais qu'est-ce qui se passe sur la porosité du sol, qui a un rôle fonctionnel pour l'agriculteur. Et la troisième question, elle est importante ici, il faut toujours le souligner, c'est que dès qu'on va avoir des systèmes avec des labours, il y a une dynamique qui se met en place. Ce n'est pas la même chose qui se passe juste après un labour que juste avant le labour. Donc il faut regarder des choses à des dates différentes. Donc nous, on s'est placé 1 mois avant le labour, 1 mois après le labour et 5 mois après le labour. Pas d'autres dates, parce qu'après, il y a des périodes où les sols sont trop secs et les vers sont inactifs, donc c'était moins intéressant pour nous. On a utilisé deux méthodes qui sont assez classiques. Hein. Prélèvement de macrofaune, donc on va trier manuellement un bloc de sol, voilà, et puis on va prélever des colonnes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et les passer au scanner. Alors qu'est-ce qu'on a observé en faisant tout ça, sur le site donc, de Versailles? Alors d'abord, un premier résultat qui concerne l'abondance totale des vers de terre, toutes catégories écologiques confondues. Alors ici, en bleu, vous aurez toujours le système agriculture biologique, en vert, le système SCV, donc sans labour, et en rouge, le système conventionnel. La chose qu'on va remarquer ici, c'est qu'effectivement, en fonction du temps, donc 1 mois avant, 1 mois après, 5 mois après, les effectifs varient. Ça dépend de la dynamique des populations, donc des taux de naissance. Ça dépend aussi du climat. D'accord? Donc ça, c'est en fonction des dates, ça varie, c'est normal. Ce qu'on remarque quand même ici, pour faire un peu plus simple, c'est que vous avez tout le temps les barres rouges qui sont inférieures aux deux autres barres. Donc, au global, pour les populations de vers, un système conventionnel avec labour, pesticides et fertilisation minérale, ce n'est pas le mieux pour doper les populations. Alors, ici, l'image est encore un peu floutée, on voit juste cette petite tendance. L'image va devenir beaucoup plus simple à étudier, donc on va regarder uniquement les grands vers dits anéciques avec des guillemets, qui ont des, donc je vous rappelle, Giardi, tête brune, Longa, tête brune, et ici, Terrestris, tête rouge. Alors là, cette fois-ci, le contraste est très très fort. Vous voyez que dans les systèmes conventionnels, labourés à 25 cm, les effectifs sont très faibles. Dans les systèmes en bio, même s'il y a un labour, hein, le même labour à 25 cm, les effectifs sont moyens, un peu supérieurs, mais c'est quand même pas mirifique. Donc là, la raison en est simple. Ces vers, en fait, je vous ai dit, ils viennent manger la surface, ils se cachent en profondeur. Ce qu'ils creusent dans le sol, c'est pas uniquement une galerie comme ça qu'ils vont réutiliser, c'est carrément un terrier. Donc quand on dit un terrier, c'est une maison, un habitat. Et le labour, ce qu'il fait tous les ans, c'est venir casser cet habitat. Donc c'est assez logique que des animaux qui font un terrier et vous le cassez tous les ans, grosso modo, ils vont aller voir ailleurs, ils vont quitter la parcelle, ou pour certains même vont peut-être être tués par le labour, et ça c'est pas si courant. Donc en fait, dès que vous labourez, vous défavorisez les vers anéciques de grande taille qui font des grandes galeries verticales. Vous voyez que dans le SCV, par contre, les niveaux restent très forts, hein, c'est vraiment très très fort, et permanent tout au cours du temps. Quand on passe maintenant aux abondances de vers endogés, ceux qui sont dans le sol, hein, pas forcément très profondément, et qui vont jamais à la surface, bon, l'image est beaucoup moins claire. Ce qu'on peut noter, c'est pour raisonner un peu l'effet du labour, c'est que vous voyez par exemple, ici j'ai fait un trait entre ce qui se passe 1 mois avant le labour et 1 mois après le labour. Pour le système bio, vous voyez que la population a pratiquement triplé. Alors, il y a un effet du climat, mais pas que, hein, c'est vraiment une forte augmentation.
Parce que autant c'est très clair que le labour est négatif pour les vers anéciques, hein, vous cassez leur maison tous les ans, autant il ne faut pas oublier que ce labour peut avoir un effet très intéressant pour les vers endogés. Pourquoi? Tout simplement parce que ces vers ne vont jamais à la surface, c'est quand même à la surface qu'il y a le plus de matière organique. Donc le labour, il ne fait pas que casser le sol et le restructurer, il, en général, retourne. Et donc vous enterrez de la matière organique qui était présente à la surface, ce qui permet, vous voyez, pour des pas de temps assez courts, de doper les populations d'endogés. Ces vers-là ne sont pas, alors certains sont tués un peu par le labour, mais surtout ils peuvent être très intéressés de voir la matière organique arriver comme ça de façon très forte dans le sol, là où ils vivent. Voilà. Pour les vers épigés, alors il faut se méfier, les effectifs sont faibles, c'est toujours très variable. Hein. Les vers épigés, typiquement, c'est des vers qui fonctionnent par patch. Là où il y a beaucoup de matière organique, il y a beaucoup de vers. 10 cm plus loin, il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de vers. Donc quand on prélève, c'est toujours très variable, les chiffres. Ce que je veux juste noter ici, c'est ce que j'ai entouré en rose, c'est que par exemple, dans le système rouge, donc conventionnel, ici, 5 mois après le labour, quand le sol est nu, il n'y a plus du tout d'accord, il n'y a plus du tout de vers épigés. Pourquoi? Le sol est nu, il n'y a pas de matière organique, et le labour a entouré le peu de matière organique qu'il y avait. Donc là, vous avez fait un petit désert, pour ces vers-là, en tous les cas, c'est un désert, il n'y a plus rien à manger, les vers disparaissent. On voit que dans le bio, par contre, c'est pas le cas. Alors, il y a sûrement eu des repousses, il y a eu des choses comme ça, ou un phénomène que je ne comprends pas. On ne peut pas toujours tout comprendre dans des résultats expérimentaux comme ça. Alors, tout ça, c'était ce qui se passe sur les abondances, avec une tendance très très claire pour les gros vers de grosse taille. Qu'est-ce qui se passe en termes de création de galeries, hein, donc les effets physiques, les vers vont creuser les galeries. Alors il faut comprendre qu'ici que la première ligne c'est 1 mois avant le labour, la deuxième ligne c'est 1 mois après le labour, la dernière c'est 5 mois après le labour. Si on se concentre sur les deux premières colonnes qui sont le conventionnel et l'AB, on voit très bien que avant et après labour, il y a un effet très net, c'est une destruction de la plupart des galeries. D'accord? Il reste de la porosité. On reconnaît quelques galeries qui ont été soit vite recréées ou partiellement détruites. Hein. Le labour, ça crée des mottes. Au sein des mottes peuvent persister quelques galeries. On voit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas tubulaires, hein, d'accord, qui sont sûrement de la porosité entre des mottes liées au labour. D'accord? Donc là, l'effet du labour, il est très net. On a cassé les réseaux de galeries qui étaient très continus. On voit que 5 mois après, on retrouve beaucoup de réseaux tubulaires. D'accord? Donc il faut un certain temps pour que les vers recréent toute la porosité. D'accord? Et alors là où c'est très très différent, très contrasté, c'est dans le système sous couvert végétal qui n'est pas du tout labouré. Vous avez des réseaux de galeries. D'abord, on a quand même une prédominance de galeries très verticales et de grande taille. Ça, c'est clairement un effet des vers anéciques et épianéciques, hein, Terrestris, Longa et Giardi. Et vous voyez qu'au cours du temps, comme il n'y a pas de labour, le réseau reste permanent. On n'est pas venu au même endroit, hein, donc ce sont des endroits différents, donc, mais on voit bien qu'on a les mêmes caractéristiques. On n'a pas cette chute brutale de la porosité 1 mois après le labour, ce qui est tout à fait logique. Mais là, on le matérialise bien. Et si on a envie de raisonner, qu'est-ce qui se passe en termes de transfert, par exemple, une forte pluie, comment elle va s'écouler dans le sol, il est assez évident, si on se place 1 mois après labour, que la forte pluie ici va pouvoir peut-être couler un petit peu entre les mottes de labour, mais pas très très vite. Et vous voyez bien ici, dans un réseau très continu, assez dense, avec des grosses galeries comme ça, il y aura une forte possibilité de l'eau de s'infiltrer rapidement dans le sol. Donc c'est un des atouts du non-labour. Alors comment on traduit ça? Bon, alors visuellement c'est déjà assez clair, mais alors on peut le traduire en regardant le volume dit de macroporosité. On voit que les barres vertes sont toujours assez bien placées. Alors c'est pas le cas 1 mois après labour, mais on va en discuter. Donc quand même, il y a beaucoup plus de porosité dans le système sans labour. On voit quelque chose qui nous étonne, c'est 1 mois après labour, on a quand même un niveau de porosité dans le système conventionnel qui est labouré, qui est dans l'autre sens, qui est quand même très fort. Et tout simplement, là, on a un biais expérimental, c'est comme je l'ai montré, vous avez beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à trier, qui sont plus de la porosité tubulaire, qui sont des patchs, de la porosité entre mottes. Donc ça, c'est un peu bruité. Donc sur ce résultat brut, là, c'est pas très très satisfaisant. Mais par contre, regardons ce qui se passe dès qu'on va parler de continuité des galeries. Donc la continuité des galeries, comment on a fait? On a considéré qu'une galerie continue, et c'est intéressant pour le transfert de l'eau par exemple, c'est une galerie qui s'étend au moins sur 10 cm verticalement. Et donc on compte ce type de galerie dans les 3 situations, les 3 systèmes. Vous voyez que dans le système sans labour, la continuité est toujours très très forte. Vous voyez qu'un mois après le labour, la continuité est très très faible dans les systèmes qui ont été labourés. Donc c'est pas tant le volume total de macroporosité qui a été impacté, mais c'est la continuité. Mais presque, j'ai envie de dire, c'est ça qui est le plus fonctionnellement important pour les transferts rapides d'eau, voire d'air, dans le sol. Donc là, on a bien à nouveau une visualisation très nette de l'effet des vers anéciques de grande taille, grande galerie verticale.
Alors, si on essaie de faire une vue synthétique, alors je sais que nous, les chercheurs, on aime bien ces vues en analyse de composantes principales, donc multivariées, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais essayer de l'expliquer très brièvement. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Donc, on met tous nos résultats d'abondance de verre par catégorie écologique, on met tous nos résultats de caractérisation des réseaux de galeries dans une même matrice, on entre ça dans un petit ordinateur, et lui va nous calculer une chose qui est à la fois complexe et simple. Donc, je vais vous présenter ce qui est simple. C'est qu'il va essayer, de tous ces points, toutes ces valeurs, de trouver des projections de tout ce qui se passe, telles que les points sont les plus espacés. Donc si les points sont les plus espacés, ça veut dire que quelque part, c'est là où on verra mieux l'effet des facteurs qu'on a étudiés. Donc, de façon très neutre, il prend toutes nos données et il trouve un nuage de points. Nous, ensuite, on lui demande de matérialiser quels sont les points qui correspondent à telle date ou quels sont les points qui correspondent à tel système. Donc ici, dans le premier carré, on a l'effet date. Donc en vert, c'est, alors j'arrive pas à lire bien sûr, c'est un mois avant labour. En rouge, un mois après labour. Et en bleu, 5 mois après le labour. Qu'est-ce qu'on voit? On a un petit effet cyclique. Vous voyez, un mois avant labour, c'est très 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 différent, puisqu'on descend fortement un mois après labour. Et 5 mois après labour, on voit qu'on revient vers la position initiale. Donc on a bien ce côté cyclique. Le labour, ça casse tout. Et puis il faut laisser du temps au vert pour refaire de la porosité. Sur le deuxième, c'est les mêmes points. Hein. Sur le deuxième panel, à droite, ici, j'ai représenté les 3 systèmes. En rouge, le conventionnel. En vert, le bio. Et en bleu, le SCV. Excusez-moi, les termes sont en anglais ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le conventionnel est différent du bio, légèrement. Hein. Et par contre, le système sous couvert végétal est très 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 différent. On l'a vu. Il est différent par la continuité des réseaux de galeries. Et leur nombre aussi. Et il est très différent parce qu'il contient beaucoup plus de verre anécique. Donc tout mettre ensemble comme ça nous permet d'avoir une vue un peu synthétique. Donc l'axe 1, horizontalement, c'est les systèmes de culture. L'axe 2, horizontalement, c'est donc la dynamique temporelle. Alors, cet essai, il est très connu. Moi, je suis allé travailler plusieurs années sur ce site, mais il a obtenu beaucoup d'autres résultats. Je ne peux pas tous les lister. J'en ai juste picoré quelques-uns. Dans les systèmes SCV, ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait plus de stockage de la matière organique dans le sol. Donc ça, comme l'a dit Mathieu, c'est très intéressant dans le contexte actuel. Vous avez aussi moins de production de gaz à effet de serre, donc là, sur le changement climatique toujours. Intéressant aussi, même si ce n'est pas très marqué, hein, la figure est en bas, ici, vous avez plus de bactéries et plus de champignons. J'ai trouvé que les différences n'étaient pas fortes, mais elles sont significatives. Ne pas oublier que moi, je vous ai parlé de production d'agrégats par les vers de terre. Les champignons sont aussi un acteur majeur de l'agrégation du sol. D'accord? Donc on va dans le même sens. Les systèmes non perturbés permettent l'installation et la survie de champignons et de vers anéciques. Donc j'en viens à la conclusion. Le labour est une perturbation, mais surtout pour les vers épigés et anéciques, pour des raisons différentes. Les vers épigés parce que vous leur retirez leur nourriture, vous l'enfouissez. Les vers anéciques parce que vous cassez leur maison régulièrement, ils n'aiment pas ça. D'accord? Et donc ça a une conséquence qui est très visible sur la structure du sol, c'est la prédominance dans les systèmes SCV, hein, sans labour, de grandes galeries très verticales et profondes. Ça peut avoir un intérêt dans les systèmes, on l'a vu, hein, le changement des événements extrêmes, des pluies intenses, on aura une meilleure infiltration. Ça peut avoir un petit défaut dans les systèmes bio, hein, Mathieu en a un tout petit peu parlé, c'est qu'on a aussi plus de lessivage de l'azote. D'accord? Donc là, il faut aussi raisonner tout ça, hein, il n'y a pas que des avantages à avoir des vers anéciques sur son terrain. En conclusion, donc aussi, les techniques simplifiées, hein, alors il y a beaucoup de variabilité, hein, donc permettent aussi l'établissement de communautés de vers plus équilibrées, avec une vraie proportion intéressante de vers anéciques. Et mon dernier message, qui n'est pas écrit ici, c'est que si on veut bien comprendre l'effet des pratiques agricoles, hein, que ce soit le labour ou d'autres, ce qu'il faut, c'est aussi bien connaître l'écologie de ces animaux. Donc voilà, il faut aussi un peu de recherche, on va dire, théorique. Et j'en ai fini. Merci. Merci Yvan. J'aurais juste une dernière question pour finir cette conférence assez globale. Est-ce que, notamment Mathieu, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir en bio réel pour ce type de système? On a vu que c'était assez technique, surtout en conditions méditerranéennes, très variable selon la typologie des exploitations. Est-ce que tu penses concrètement qu'on pourra parvenir, parce qu'on a vu en termes de potentiel de rendement que tu avais une exploitation en bio qui sortait du lot, est-ce que tu penses que... Oui. On peut prendre la question à l'envers, en fait, c'est est-ce qu'on va, au vu des événements climatiques qu'il y a, intenses et violents, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pouvoir faire sans ces systèmes-là?
c'est peut-être comme ça qu'il faut se poser la question, parce que dans tous ce que tu as présenté là est justement très très intéressant, parce que déjà on voit d'une que les systèmes, il n'y a pas de système agricole parfait, mais en tout cas du point de vue des sols, l'agriculture de conservation, elle montre quand même une voie très prometteuse et très intéressante en termes de stockage de carbone, etc. La bio, elle a pris un autre chemin, qui est de dire on fait une agriculture sans produits phytosanitaires, et puis là du coup sans herbicides, sans engrais de synthèse. Du coup, il y a forcément des impacts négatifs à ça, qui vont être le travail du sol, etc. Mais la question, ça va être comment en bio, on arrive à raisonner ce travail du sol. C'est ça la question, quoi. Donc je pense que je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup le choix, en fait, si on veut maintenir la durabilité des systèmes bio. Il va falloir avancer sur ces questions-là, mais avec, je pense, avec pragmatisme, en y allant, voilà, enfin, on marche un peu sur des œufs, hein, c'est pas évident. Et partout en France, il y a des agriculteurs. Alors déjà, partout en France, il y a des agriculteurs en agriculture de conservation des sols, ça c'est très bien. Et après, dans la partie bio, partout en France, il y a des agriculteurs qui se mettent à chercher, aider avec des instituts de recherche ou des instituts de développement agricole, pour justement acquérir ces références. Il faut bien comprendre que là, pour le moment, on a une photographie de systèmes qui ne sont pas du tout stabilisés, en fait. Donc on parle de systèmes qui sont en pleine émergence, en pleine construction, donc c'est très difficile c'est très difficile et c'est même impossible ou risqué ou mensonger d'être catégorique sur ces systèmes-là. Évidemment, pour le moment, c'est plus dur de faire sans, mais voilà, il va falloir mettre toutes les bonnes énergies autour de la table et justement des programmes de recherche qui associent les agriculteurs, etc., pour voir concrètement les effets de ça, ce qui se passe et comment on arrive à maîtriser ça techniquement. D'accord. Bon, ben, c'est bon pour nous. Merci. Merci. Parfait, ça faisait 1h26. 22.